Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine tirera sa révérence de l'enseignement en juin prochain. Après 36 ans de loyaux services envers le même collège privé et la clientèle de celui-ci. C'est d'ailleurs sous la direction des Frères du Sacré-Cœur qu'il a débuté sa carrière en 1987. Même avant ce long engagement en éducation, tous les métiers pour lesquels il a eu de l'intérêt étaient directement liés aux interactions qu'il devait inévitablement avoir avec des gens tout simplement. C'est donc en enseignant l'univers social, l'histoire ainsi que le monde contemporain qu'il a contribué à intéresser certainement des centaines d'étudiants. Ces autres implications ont inévitablement contribué à l'évolution et au développement du milieu scolaire dont il fait encore partie. Il nous dira qu'il aime l'éducation et les jeunes, qu'il a toujours aimé enseigner, même si au fil du temps, l'école a bien changé. Il dit avoir toujours cette passion de développer les apprentissages de ses élèves et de les voir s'épanouir. Aujourd'hui, il vient généreusement partager avec nous une riche expérience qui ne s'achète pas, mais s'acquiert. C'est donc avec grand plaisir que j'accueille un prof dévoué et bientôt retraité qui laissera certainement des traces inestimables auprès de plus d'une génération. Je souhaite donc la bienvenue à Monsieur Thierry Gravier. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, certainement. Merci bienvenue d'avoir accepté. Ben oui, merci d'avoir accepté. Une belle présentation. Très belle, merci. Qui vous convient. Ben oui. Vraiment, je suis très contente que vous ayez accepté mon invitation, Monsieur Gravier, parce que nous nous connaissons un peu. J'ai un espion bien placé. Effectivement. Depuis 2 ans dans vos classes, en fait, en histoire l'année dernière et en monde contemporain cette année, qui est mon fils. Mon espion étant mon fils, qui vous adore comme enseignant, qui vous aime beaucoup, qui vous apprécie beaucoup, et que moi, j'ai même vu des changements. Vos enseignements se sont même invités dans ma maison. On pourra en parler plus tard. Oui, et puis c'est ce dont je veux parler entre autres avec vous, mais de votre parcours aussi, parce que 36 ans, c'est pas rien. Non. 36 ans, c'est vraiment pas rien en éducation, dans le même collège. En plus. Un collège qui se vouait très catholique, très religieux. Au début, avec la laïcité, après ça, évidemment, ça a changé. Je ne m'en allais pas du tout en enseignement en plus. C'est la vie qui m'a amené carrément. Je m'en allais faire un bac. J'ai fait un bac en géographie. Ensuite, je m'en allais faire une maîtrise en urbanisme. J'avais un peu tracé ma ligne. Ma mère travaillait à Ville de Laval et je me suis dit, je connais du monde en urbanisme. Peut-être que je pourrais aller travailler là-bas. Et en fin de compte, la vie m'a amené ailleurs. J'ai travaillé dans différents types de domaines et après ça, je me suis dit pourquoi pas faire un certificat en enseignement après un bac en géographie. J'ai voyagé beaucoup avant et de fil en aiguille, je me suis retrouvé au collège en 1987, en septembre, devant une classe de jeunes étudiants de 3e secondaire et c'est pour moi la première expérience d'enseignement. Même si j'ai fait de l'animation, du coaching et ainsi de suite. Mais là, vraiment, se retrouver devant une classe de 34 élèves, j'y étais naturellement. Puis c'est comme ça que je fonctionne depuis les dernières années. J'y vais tout simplement naturellement pour essayer d'éveiller un peu la curiosité chez les jeunes. Vous avez eu la piqûre? J'ai eu la piqûre, oui, pour deux. D'abord, c'est un horaire atypique, ce que j'aime beaucoup. Puis même si on enseigne la même matière, les groupes qu'on a ne sont jamais pareils. Donc, je peux donner 3 fois le même cours dans la journée, puis 3 fois, ça va être des cours un peu différents. La matière va être la même, mais l'approche peut être différente. Alors, c'est ce qui fait que... C'est comme quand on est sur la scène, on peut donner le même spectacle pendant des années, beaucoup de présentations, mais ça change. Ça change. Le public n'est pas le même. Alors, c'est un peu la même chose avec les élèves. Des fois, il est plus réceptif que d'autres. Oui, des fois, il est plus réceptif que d'autres. Des fois, ils sont un peu plus turbulents, tout dépendant des températures extérieures. Ouais, aujourd'hui, ils doivent être calmes parce qu'il fait soleil et beau. Quand c'est nuageux, on en profite dans ce temps-là. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Vous auriez dû venir nous voir une journée de tempête. Ah, ouais, là, comme ça, j'aurais pu les laisser avec un suppléant à ce moment-là à l'école.
Comment ça se passe quand on arrive dans un collège où ce qui est dirigé par les frères? Moi, mon fils j'espère que vous allez avoir des petites anecdotes croustillantes pour moi parce que j'en ai eu par le biais de mon fils. Mais comment ça se passe quand on arrive, on enseigne, c'est vraiment dirigé par les frères? Ben, c'est relativement rigide au début. Je me rappelle quand j'ai passé l'entrevue, comparativement aujourd'hui où est-ce que c'est juste la direction. Moi, il y avait le comité de parents, il y avait le comité des profs, il y avait la direction. Il y avait à peu près une douzaine de personnes quand j'ai passé mon entrevue. Et ils posent des questions, non pas juste sur l'enseignement, sur la vie de tous les jours, questions même intimes, si je suis marié ou non, si j'ai des enfants ou non. C'était l'entrevue quand j'ai passé en juillet 87. Et après ça, ils m'ont appelé pour me dire que j'étais engagé. Mais initialement, ils voulaient pas m'engager. Le comité de parents trouvait que je parlais trop. Et le frère fondateur, le frère Maillot à l'époque, avait dit ben c'est normal qu'il parle. Il essaye d'avoir le travail, il essaye de se vendre. Puis alors c'est comme ça que j'ai été engagé. Il m'a engagé aussi parce que je suis arrivé une demi-heure avant. Alors, il est venu chercher un autre candidat qui était pas là, et quand il m'a nommé, j'ai dit non, moi je suis Monsieur Gravier. Il m'a dit, mais vous êtes d'avance d'une demi-heure et vous aviez rendez-vous à 4h30, 4h. Il dit, j'aime ça. Et là, on a passé l'entrevue, puis bon, le lendemain, ils m'ont appelé pour me demander si j'acceptais le travail. À l'époque des frères, c'était en classe, il fallait avoir une certaine rigidité, il fallait que ça soit silence dans les classes, et ça m'a amené quelques problèmes en début d'année parce que après 1 an, presque 2 ans même, la direction était venue me voir pour me dire ça bouge trop dans la classe, les élèves, il y a trop d'interactions avec les élèves. J'ai dit c'est pas le but de l'éducation, mais c'était un peu trop pour eux. Alors il m'avait dit écoutez, si vous trouvez ailleurs, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je reste ici, je suis bien. J'ai dit, c'est à vous de vous habituer maintenant. Et, j'ai roulé ma bosse comme ça. Alors ça, c'est en imposant de façon pertinente. Quand j'avais quand même j'avais votre couleur d'enseignement. Oui, j'avais un mentor qui avait beaucoup plus d'expérience que moi, évidemment, et qui la direction m'avait dit mais t'enseignes pas vraiment toute la matière qui est dit. Puis mon mentor était dans la réunion, m'avait dit non, pas du tout, il enseigne même plus que moi j'enseigne aux jeunes. Alors on voyait très bien que c'était pas une question d'éducation, c'était plus une question que ils arrivaient pas à avoir le contrôle complet sur moi. Mm-hmm. Mais je pense qu'ils se sont habitués. Et ils ont pas eu le choix. Ils se sont adaptés, à la couleur parce que naturellement, chaque enseignant est différent et c'est ce qui fait la beauté de l'enseignement, c'est qu'on enseigne toujours avec notre bagage puis avec ce qu'on est là. Ce qu'on fait surtout. Mais ce qui était intéressant avec toute la période où est-ce que les frères étaient à la direction de l'école, c'est que c'était les professeurs qui avaient un certain contrôle sur l'école. Mm-hmm. C'était le corps professoral qui donnait la direction vers où l'école s'en allait, puis qu'est-ce qu'on voulait faire dans l'école. Les frères nous laissaient aller, nous donner carte blanche. Okay. Eux autres, tant et aussi longtemps que les élèves réussissaient bien, que les parents étaient contents, puis qu'on rendait la marchandise, faites ce que vous voulez. Alors, c'est sûr que ça a excessivement changé. Moi, je suis rentré au collège, il y avait 485 étudiants à l'école, on connaissait presque tout le monde. J'ai enseigné le secondaire 1, j'ai enseigné le secondaire 3, après ça j'ai enseigné le secondaire 5. Les frères nous disaient allez-y, les activités parascolaires, les activités du midi, les sorties éducatives et tout ça, c'était tous les profs qui mettaient tout ça sur pied. Et ils nous faisaient confiance, ce qui est très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un cadre que vous devez plus suivre aujourd'hui. Oui, beaucoup plus. Le travail a énormément changé au niveau de l'enseignement depuis les années 2000, je vous dirais, depuis l'avènement. Bon, évidemment, tout le système Internet, le web et tout ça, mais même quand la direction à l'école est devenue laïque, là on a vu que ils voulaient avoir un cadre. Alors là on a eu notre première
je dirais, conventions collectives de bureaux, parce qu'on n'est pas syndiqués, qui ont été établies. Après ça, il y avait des cadres. Après ça, il y avait des politiques, il y avait des ceci. Le travail de la direction aussi a énormément augmenté par rapport à ce qui se faisait avant, mais on est beaucoup plus encadré aujourd'hui qu'on l'était à l'époque. On a beaucoup moins de latitude, il faut respecter ceci, on peut pas faire ceci. La direction a pris en main toute la gestion et la direction de l'école, puis les profs, on doit suivre. On n'a plus un mot à dire. Donc, à quelque part, est-ce que les profs peuvent se sentir plus dénaturés, doivent moins être, pas eux-mêmes, mais ça vient... Vous pouvez avoir moins vos couleurs distinctes. On peut avoir moins... Bon, c'est sûr que les profs dans la classe, c'est pour ça qu'on dit... on pose la question aux enseignants, on est bien dans la classe. Oui. Où ça va mal, c'est dès qu'on sort de la classe. C'est ça où c'est beaucoup plus compliqué. Moi, c'est ce que j'ai vu qui a énormément changé. Avant, il y avait une atmosphère bon enfant dans l'école, ce qu'on n'a plus du tout maintenant. Alors, Pourquoi vous pensez que ces règles-là sont arrivées, ont pris du galon là, dans l'encadrement, parce que la formule fonctionnait avant? Oui. Je crois qu'il y a une espèce... Bon, on peut parler des réformes de l'éducation, qui, à un moment donné, il fallait savoir, il fallait faire ceci. Il y a eu... Le ministère a donné plus de travail aux directions. On veut avoir plus de ceci. On veut savoir plus. Puis c'est tellement incroyable qu'on demande une question au gouvernement, puis lui, c'est rien. Au ministère, on l'a encore vu avec récemment. Là, on lui demande le nombre d'échecs, le nombre de ceci, il n'a aucune idée, sauf qu'il faut que les écoles soient en mesure, eux, de pouvoir... Il y a beaucoup de bureaucratie pour les directions. Énormément. Ils peuvent être moins présents dans leur école. Moins présents. La direction les voit pas, je veux dire, comparativement à avant. Et on a rajouté un paquet de... Puis que ça soit privé ou public, hein? Parce que moi, je l'ai vu au public, là, moi, des directions d'école qui se faisaient un devoir d'accueillir tous les élèves le matin. Ils peuvent plus faire ça, là. Rares sont les directions d'école qui peuvent faire ça. Ils sont pris avec un paquet de trucs, puis quand la CAQ est rentrée, j'espérais avoir de meilleures réformes que ça. Ils disaient, on va abolir les commissions scolaires. Puis on changeait 4,30 sous pour une pièce. Là. On a juste changé le nom. Ça a coûté juste plus cher de refaire tous les papiers avec les nouveaux logos, non plus de commission scolaire, mais de centre de service. Mais c'est la même chose. Ça fonctionne pas plus. Non. Et le problème, il est là. On a trop surchargé l'école de bureaucratie. Autant pour les profs, j'entendais aussi des commentaires, même au niveau des médecins, là, je veux dire, ils ont tellement de rapports à remplir qu'ils perdent un temps énorme. Ils n'ont plus le temps de voir des patients. C'est la même chose à l'école. Et c'est ce que je trouve un petit peu dommage quand on se fait dire, c'est plus ton école, c'est l'école. Ça ôte le sentiment d'appartenance. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très ça, c'est ce que vous avez vu là, qui a changé à travers les années. Parce que on parlait des frères, parce que la présence aussi de la religion était très là. Jusqu'à dernièrement, là, il y a un gros Sacré-Cœur qui nous accueillait en haut des marches. Oui, effectivement. Ça me fait un petit peu de quoi de plus le voir, là, mais je comprends le but de la chose. On modernise, c'est tout le nouveau look et ainsi de suite. C'était très différent avec les frères. Les frères étaient... ils rentraient dans nos classes, ils venaient nous voir, ils jasaient avec les élèves. On apprenait aux élèves à se lever quand un directeur rentrait en classe. Il y avait une question de respect qui était établie. Décorum. Les parents qui étaient beaucoup plus en arrière de nous. Que moi, je me rappelle d'un papa, un des papas qui était venu me voir à une réunion, là, puis qui me disait, là, il dit, là, si mon gars, là, il fait pas son affaire, là, il donne une claque en arrière de la tête, là, il dit, moi, je te donne l'autorisation de le faire, là. C'est quelque chose qu'on peut voir. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il va dire à son fils, là, si ton prof fait pas l'affaire, je te donne le OK de donner une claque en arrière de la tête. C'est bon, ça a changé énormément. Mais ça reste qu'un jeune de 15 ans reste toujours un jeune de 15 ans. Oui. Puis, ça a pas trop... à travers les générations, parce que vous avez vu au moins passer 2 générations faciles, là. 3. Trois, oui. J'enseigne aux enfants de mes premiers élèves, alors... On est dans le même bateau avec les centres pédagogiques, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que vous avez vu et justement qui a changé ou qui a pas changé? Ce qui a changé, l'Internet, à partir des années 2000, l'Internet, avec nous à l'école, ils ont maintenant des tablettes en permanence, ils ont tous un téléphone dans les poches, même si on leur demande de pas l'avoir. Ça a énormément changé, on l'a vu dans l'attitude des jeunes. Mais un jeune de 15 ans restera toujours un jeune de 15 ans, c'est-à-dire un peu foufou, ça bavarde quand c'est pas le
temps, il a le goût d'essayer des affaires, il a le goût d'apprendre, il est contre l'autorité, ça c'est le propre même de tous les jeunes. Il est en train de forger sa propre identité. Ben oui, ça c'est normal. C'est ce qui fait la grande différence. Où on voit maintenant, je me rappelle les enfants rois, après ça a été les enfants téflon, après ça a été les parents rois, les petits princes et ainsi de suite. Je trouve que vous avez eu toute la monarchie. À trop vouloir éviter. Aujourd'hui, le problème il est là. Les parents veulent trop éviter que leurs enfants souffrent, que c'est les parents qui souffrent à la place des enfants. Donc les enfants ont de la difficulté à vivre l'échec. On a de la difficulté à vivre des choses. Une petite fille qui a une peine d'amour, elle va manquer une semaine d'école. Ça vient prendre toute la place. Les parents, ils l'ont emmené en Floride là, parce qu'elle trouvait ça dur, sa peine d'amour. À un moment donné, vis là ta peine d'amour. Et ça, moi, quand j'entends des trucs comme ça, ça me choque un peu. Puis je me dis, on s'en va comme ça. Il y a des rôles de parents, des fois, c'est toujours pavé de bonnes intentions, mais c'est pas toujours la bonne solution. Voilà. Alors, puis la réforme a fait aussi que tous les élèves qui étaient en difficulté, de tous les mettre dans la même classe pour éviter qu'il y ait des différences, pour pas qu'ils soient statués ou autres. Je pense que ça a été une erreur. Pourquoi? Parce que on a nivelé par le bas. Alors, nos meilleurs, là, tu peux pas aller plus vite. Le gars, lui, il a de la misère à comprendre. Alors, on va l'attendre gentiment ensemble. Puis on va l'accompagner. Puis tu vas l'aider un peu. Mais pendant ce temps-là, mais moi, je veux savoir, l'élève, il en demande. On y donne pas. Et ça a été, oui, il y a un problème. Il faut qu'il apprenne à vivre avec parce on peut pas faire autrement. On va arrêter d'excuser son comportement. On va arrêter de dire, pauvre lui. Mais OK, il a pris ce problème-là. C'est correct. Maintenant, moi, j'ai une de mes filles qui était très TDAH. On l'a jamais catalogué TDAH. J'ai dit, OK, t'as de la misère, t'oublies. Quel système qu'on va faire pour éviter que t'oublies? Ça te prend-tu un élastique autour du bras, sur un doigt? Ça te prend-tu quelque chose pour te le rappeler? C'est ça qu'il faut développer chez l'enfant. Et non pas dire, OK, prends une petite pilule. C'est pas grave, on te comprend. Pauvre toi, c'est pas de ta faute. C'est de la faute à qui? La question est là, on sait pas, OK, t'as un problème. Puis il va devoir vivre avec ça toute sa vie, il faut trouver des moyens. Apprends-les tout de suite, les moyens pour essayer comme la personne qui a un handicap physique, qui va devoir vivre avec ça toute sa vie. La même chose. Il va se trouver des moyens, il va faire des adaptations. Je dis pas que c'est facile. Non. Il y a un travail à faire. Oui. Il va travailler plus fort qu'un autre qui a pas cet handicap-là, qui retient facilement. Oui, mais on n'est pas tous égaux. Je m'excuse. On n'est pas tous faits pareil. On n'a pas tous la même dynamique. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans certains domaines, puis moi je vais être meilleur dans d'autres choses. Puis c'est la différence des gens, c'est important de le respecter. Mais l'enfant qui est pas capable, puis qui retarde le groupe, puis là, il faut tout faire pour l'aider. Oui, sortons-le de la classe, mettons-le avec quelqu'un qui est un spécialiste là-dedans, qui va vraiment l'aider. On prend les profs pour des grands spécialistes de tout. À l'époque des frères, oui. À l'époque des frères, on jouait là les intervenants sociaux, on faisait tout, on jouait à l'infirmier, on faisait tout. Le nombre de fois où j'ai eu des élèves qui sont venus voir parce qu'il y a des problèmes à la maison, ou est-ce qu'il fallait appeler la DPJ, ou des problèmes de filles qui étaient en peine d'amour, qu'on consolait, on faisait tout. Aujourd'hui, on nous demande juste d'être enseignant, mais d'être enseignant, orthopédagogue, psychologue, et ainsi de suite, et là, ça finit. Pédopsychiatre, psychoéducateur. Il faut tout. Puis on en a à l'école. On est quand même choyés dans notre école, il faut quand même on a des gens qui sont là pour intervenir. Mais avant, j'avais 1 ou 2 élèves dans une classe. Aujourd'hui, j'en ai 10, 12 élèves dans ma classe qui ont parce que ça aussi, c'est un mythe. On se dit, dans les écoles privées, il n'y a pas d'élèves en difficulté. Au contraire, il y en a de plus en plus. La même chose parce qu'il y en a de plus en plus. Même chose qu'au public. La seule différence qu'il y a vraiment, je pense, la différence entre le public et le privé, c'est qu'on a les moyens. On va prendre les moyens pour. On a un peu moins de bureaucratie comparativement au public. Moi, je le vis très bien parce que j'ai une de mes filles qui est directrice adjointe dans une école primaire à la commission scolaire de Laval et qui me dit, je me bats contre le centre de service.
Je me bats. Je leur dis, mais pourquoi tu me le donnes? Ah, ben là, on peut pas, il y a 3 exemplaires qu'il faut qu'on écrive, ceci, cela. Il faut qu'elle fasse des crises. Puis là, calme-toi, on va te le donner. Tiens, tout d'un coup, ça marche. Alors, c'est tout ça qui fait qu'on n'a pas... un petit peu plus fort qu'un autre. Voilà. Là, son service. Et voilà. Alors, à un moment donné, ils disent, ben là, faut que t'attendes comme les autres. Non, j'attends pas. Là, j'ai un problème là, j'ai besoin là. Faites-le maintenant. Ou sans ça, ben, je vais aller plus haut. Puis hop, le lendemain, c'est réglé. Alors, on vit pas ça en tant que tel au privé. Pourquoi? Parce qu'on va directement à la direction et c'est la direction qui va donner la réponse suite sans passer par un centre de service. Non, puis il y a quelque chose qui est mis en charge, puis souvent, ben, c'est un service que le parent va sûrement devoir payer en extra. Pas tout le temps. On est disponible. Les professeurs au public sont aussi bons qu'au privé. Là, s'il y a pas, c'est la même chose. Ça, moi, ça fait des années que je me bats à le dire. Je pense que c'est surtout une question de gestion. Oui. Je crois que notre éducation, elle est très mal gérée au Québec. Puis que ce soit autant au niveau du ministère, que ce soit au niveau des commissions scolaires ou des centres de services scolaires, c'est très, très mal géré. Moi, voyez-vous, je l'endosse, mais moi, je vais encore plus loin que ça, puis je me dis, puis vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un peu à la blague, mais c'est tellement une réalité. C'est que moi, je trouve que l'éducation, avant tout en tant que citoyen, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on se pose la question, où est la priorité, l'éducation dans nos priorités, en tant que citoyen. Parce que je me dis, bon, on peut parler du ministère, on peut parler des ministres, on peut parler des écoles, on peut parler de n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, mais avant tout, en tant que société. Par exemple, là, c'est la mode de tellement trouver, vouloir, comme les écoles finlandaises. Moi, j'ai écrit là-dessus, j'ai dit... Pour avoir des écoles finlandaises, ça prend des Finlandais. Je serais curieuse sur une étude des Finlandais sur le respect qu'ils ont des enseignants, de la profession d'enseignant, de comment, en tant que parents, ils interagissent. C'est là le problème. Quand et je me rappelle sur le Parti québécois avec Pauline Marois, quand elle a voulu changer, faire la réforme, puis prendre le modèle scandinave, elle a oublié une chose, c'est que nous, on n'est pas des Scandinaves, on est des Québécois. C'est ça. La grande différence, c'est là. Alors, on peut pas imposer un système ou une réforme scolaire comme dans un autre pays, comme les pays scandinaves, et l'importer puis dire, OK, on la prend telle quelle. C'est pas impossible, du tout la même clientèle. C'est impossible, ça fonctionne pas. Non, exactement. Moi, je suis certaine, on ferait une mini-étude là sur les Finlandais, juste les centres de services ou les commissions scolaires, là, ceux qui régissent ça. Est-ce qu'ils reçoivent des tonnes de mise en demeure de parents parce que l'enfant est pas assis au bon endroit dans la classe? Je ne croirais pas. Est-ce que lorsqu'un enseignant sévit correctement ou donne une conséquence à un enfant pour X raison, est-ce que les parents scandinaves vont aux barricades et engueulent et je ne penserais pas. Alors moi, c'est vraiment, là, je vais plus loin, je me dis, faut vraiment qu'on se questionne en tant que société sur quel est le regard qu'on a sur l'éducation. Puis là, ça va peut-être changer. Ouais, ça va peut-être changer. J'ai beaucoup de difficultés à y croire. Là. Je suis peut-être un peu moins optimiste que vous par rapport à ça. Je suis pas encore à ma retraite. Mais je crois que ça va plus loin que ça. Il y a une question de volonté, il y a une question de société. Qu'est-ce que on veut? On voudrait que tout le monde vive le bonheur sans jamais vivre des difficultés. Puis quand on regarde tous les grands de ce monde, la première chose qu'ils nous disent, ben oui, il faut que tu vives l'échec pour grandir. Exact. Alors tout le monde le dit, mais il faut pas que ils veulent pas le vivre. Ils veulent pas le vivre. Alors et c'est ça qui est difficile dans les écoles. Alors les enfants sont aujourd'hui dans notre société en tout cas dans celle que moi je vis, parce que faut faire attention que je travaille dans un milieu aisé. Et ça, moi, j'ai des amis qui travaillent dans le milieu public. Ils ont vraiment pas les mêmes facilités que nous, on peut avoir. Même au niveau des parents. Je regarde même ma fille au primaire. Elle reçoit des enfants qui n'ont pas déjeuné le matin, qui n'ont pas de manteau pour mettre l'hiver. Moi, c'est le contraire. Les élèves font exprès de perdre leur running shoe parce qu'ils en veulent des nouveaux. Ouais. Oui, j'ai perdu mon téléphone, j'en ai besoin d'un autre, papa. Ça, on le voit, là. Puis ils sont pas perdus, les téléphones. C'est qu'ils l'ont vendu à un chum, puis là, ils demandent je l'ai perdu, peux-tu m'en acheter un autre? C'est la moyenne salariale est beaucoup plus élevée dans mon petit patelin, dans ma petite région, qu'on peut l'avoir dans certaines régions à Laval ou à Montréal. Et ça, faut en être conscient. Il y a des familles qui ont vraiment des difficultés.
Et la reconnaissance des élèves aussi pour avoir enseigné en milieu défavorisé. Tu as un élève en milieu défavorisé, tu lui donnes un petit collant, là, puis c'est comme ou une petite gomme effacée du Dolorama, puis il va être super reconnaissant. Ça, je le sais que moi, je vis dans un milieu qui est aisé, où les parents payent, et donc je paye, c'est comme au restaurant, c'est moi mon service. Sauf que c'est pas toujours comme ça. Je dirais que 90% de nos parents sont corrects, là. Oui. Je veux pas critiquer les parents en général parce que la majorité veulent le bien-être de leur enfant et vont tout faire pour y arriver. Il y a ce 10%-là. C'est comme, je me rappelle d'une belle caricature où est-ce qu'on voit à l'époque de la manifestation étudiante contre les frais de scolarité universitaire, où est-ce qu'on voit tous les gens dans la rue en plein milieu de faire une manifestation très pacifique, puis il y en a un qui a un bâton puis qui casse une auto sur un petit coin de rue. Ben là, tous les journalistes sont juste sur lui pour regarder ce qu'ils font, puis ils cassent des autos, puis ils regardent pas la majorité. 90% qui sont de manière pacifique. On focus toujours sur le 10% négatif. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Oui, parce que justement, on véhicule cette information-là, donc on véhicule souvent une image négative en lien encore avec l'éducation ou avec des manifestations en lien avec l'éducation. Donc vous, à travers ces 36 ans-là, vous dites, ben les ados ont pas tant changé, ça reste des ados, mais là, on a parlé de technologie. Est-ce que vous avez observé que la technologie a été plus bénéfique ou néfaste pour les jeunes? Moi, je pense que la technologie, elle a du bon, mais je pense qu'elle est rentrée trop tôt dans l'éducation. Alors, ils ont pas appris la base avant de ça. Ça me rappelle toute la période qu'on me parlait des calculatrices, puis qu'on a-tu le droit d'avoir une calculatrice à l'école, puis on disait, la calculatrice à l'école, tu vas commencer à l'avoir ou l'utiliser en 5e secondaire. Mais il faut d'abord que tu apprennes à calculer. Je me souviens tellement. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Là, le problème, c'est qu'ils ont un téléphone cellulaire dès la 6e année, on le voit déjà. Ils ont déjà des iPads à la maison. On voit des jeunes avec 4-5 ans qui ont déjà l'iPad. Nous, on l'utilise en première secondaire. C'est un bel outil pédagogique. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec ça. Nous autres, même en tant que profs, ça nous a facilité le travail. C'est incroyable. Sauf que c'est un outil pédagogique. Ce n'est pas un fait en soi. Alors, le problème, c'est ça. C'est une prolongation de leur vie et de leur... Voilà. Alors, je me rappelle à un moment donné d'avoir eu des crises d'un élève parce que je lui ai retiré son téléphone. Puis là, je vais appeler la police. Vous avez volé mon téléphone. Je suis devant la classe. Une grosse crise. Je lui dis non, ton téléphone, tu le poses en avant à côté du tableau. Puis, tu le reprendras à la fin du cours. Sauf que tu es continuellement dessus. Mais là, ça a été la crise. L'étudiant est obligé de sortir de classe, aller se plaindre à la direction pour, en fin de compte, se faire dire, ben, t'as plus le droit d'amener ton téléphone à l'école. Puis on est obligé d'appeler les parents pour ça. Alors, c'est là où est-ce que il faut savoir... Ça devient un petit peu plus difficile. Ça devient un peu plus compliqué, là. Parce que je suis pas contre l'idée d'un iPad en classe ou d'un téléphone. C'est vrai qu'on peut faire un paquet de choses, mais c'est trop tôt. Au niveau social, ça a dû changer des choses? Beaucoup. Moins d'interaction lors des pauses. Ça me rappelle quand qu'on a rentré l'iPad à l'école, les élèves de 5e secondaire regardaient les secondaires 1 et 2 qui sont rentrés avec l'iPad, eux autres, ils l'avaient pas encore parce qu'ils quittaient puis ils allaient au cégep après. Puis ils disaient, Xavier, c'est incroyable, ils se parlent pas. Ils sont tous assis sur des bancs, un à côté de l'autre, puis ça joue, ça fait juste jouer. Et un peu moins aujourd'hui, mais on le voit encore beaucoup, le nombre d'élèves qui sont seuls dans leur coin et qui jouent. Ou voir 2 élèves, ben ils chattent ensemble, mais ils sont un en face de l'autre. Lâchez vos téléphones, parlez-vous, vous êtes un en face de l'autre. C'est comme drôle à voir. Alors c'est ça. Ça, j'avoue que ça a été surprenant au début. Mais l'informatique, c'est important parce que, oui, ça a aidé énormément là, au niveau de préparer l'enseignement, la recherche et tout ça. Là, c'est génial, l'informatique. Mais c'est... On est loin des recherches avec les encyclopédies, comme on entend. Oh, ouais, puis là, en plus, avec les nouvelles, avec l'intelligence artificielle, là, s'ils viennent sortir, là, le fameux chat GPT, moi, on est obligé de revoir comment qu'on fait certains travaux. On avait un travail à faire. Oui, parce que les jeunes peuvent faire leurs travaux par ça. Fait que là, les profs doivent être vigilants. Un travail à faire en 5e secondaire en monde contemporain. Et
avec mes collègues, on s'est regardé, puis bon, le travail, on le fera pas cette année, on va être obligé de faire autre chose. Alors, on revient aux bons vieux examens. Pourquoi? Parce que là, l'élève a pas le choix. Mais dès qu'on demande un peu... C'est pas mauvais, ChatGPT, ça va être bon. Il va falloir apprendre à bien l'utiliser, puis ça peut servir. Moi, je pense que oui. Mais... dans le cas... Pas pour se déresponsabiliser puis de dire, ben moi, je vais le faire faire par ça. On avait un questionnaire aux élèves de nous expliquer là, en 100 mots là, les différentes grandes organisations internationales, l'ONU, l'OMC, l'OMS et tout ça. Là, avec mon collègue, il dit, regarde, je prends ChatGPT, je pose la question, j'ai un texte de 100 mots, puis c'est super bien dit. À peu de choses près. Alors, on s'est dit, gars, on va avoir ça, puis on va corriger ça. Non, ça vaut pas la peine. On va revenir aux bonnes vieilles. Oui, parce que l'on peut pas vérifier vraiment les connaissances, puis donc c'est... Puis ça, les parents le réalisent pas, mais il faut être à l'affût comme enseignant de ça, des nouvelles technologies, des nouveaux trucs que les jeunes, surtout au secondaire, vont prendre pour être capables, même à l'université, pour cégep, pour justement un peu se déresponsabiliser, puis de se mettre la tâche plus facile. Ouais. Ils réalisent pas qu'à un moment donné, ils vont frapper un mur, mais... Ben là, c'est drôle parce que nous autres, on les reçoit du primaire. On se dit, tabarouette, ils ont rien appris au primaire. Ils les reçoivent au cégep. Le cégep, ils disent, ils ont rien fait au secondaire. Puis quand l'université les reçoit, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait au cégep? On s'en va. Puis c'est de plus en plus flagrant, là. De voir où est-ce que... non, je pense que c'est une question d'apprendre. C'est le temps passé aussi avec les parents, les discussions à table. Moi, je pose la question à mes élèves des fois, OK, quels sont ceux qui vont souper avec leurs parents? Ben, j'ai 50% de mes élèves. Donc, j'ai 50% de mes élèves qui soupent de leur bord, soit parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils ont du sport, ou c'est ça, les activités, ou les parents rentrent plus tard. Mais ça ôte une grosse partie d'éducation de discuter de la qui devrait journée, continuer à la maison. Ben oui, ça se fait pas. Alors, il arrive à la maison, j'ai pas le temps de souper, là, faut que je travaille, ou je m'en vais, j'ai mon hockey, là, je reviens tard, je peux pas, après ça, je dois étudier. Les parents, ils font le taxi, là, ils les amènent à l'aréna ou aux différentes activités, mais ça s'arrête. Ils sont engagés, mais de façon différente. Ouais. Des fois, bon, après un certain temps, on s'aperçoit que on s'est pas engagé peut-être au bon endroit. Voilà. Je dis pas qu'il faut pas faire de sport puis qu'il faut arrêter. Je pense que ça prend un équilibre. L'anxiété de performance, l'anxiété, les élèves anxieux, ça a évolué. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. C'est plus flagrant aujourd'hui parce que c'est connu. C'est connu. Comme le TDAH. C'est connu. Il y a toujours eu du TDAH, là, depuis que j'enseigne, là. Mais dans notre temps, c'est les petits tannants qu'on mettait près du tableau. Puis qu'on arrivait à contrôler, puis qu'on arrivait à emmener. Ouais. Je n'avais 1, 2, 3 dans une classe. Aujourd'hui, j'en ai 12 parce qu'ils sont tous de même. Puis là, c'est pas de ma faute, j'ai pas pris ma pilule. Ben, prends ta pilule. Ouais, mais je l'ai oublié chez nous. Alors, OK. Alors là, faut qu'on accepte qu'il soit tannant parce qu'il a pas pris sa pilule. Ça, c'est un peu dérisoire, là. Je trouve ça un peu drôle. Et se déresponsabilise à ce moment-là. Beaucoup. Puis autant les parents, je pense, à ce niveau-là. Puis c'est drôle parce que nous, on le dit haut et fort. Puis, mais non, c'est important, le fameux tiers-temps qu'on doit donner aux élèves parce que ils sont un peu plus lents. Oui, des adaptations. Des adaptations. Des mesures adaptatives, oui. Je trouve qu'à un moment donné, c'est aberrant, c'est trop exagéré. Moi, je regarde depuis les 20 dernières années, on va dire ça comme ça, là, on nivelle par le bas. Des examens où est-ce que avant, j'avais 25 questions. Après ça, on m'a dit, ben là, c'est trop long, fais-en 20 pour toi. Avant, ils arrivaient à le faire. En 55 minutes, ils arrivaient à répondre à un questionnaire de 25 questions. 5-6 ans plus tard, ben là, je mets 20 questions parce que là, ils ont de la misère à arriver. Aujourd'hui, j'ai 15 questions. Puis c'est la même matière, c'est la même chose. Sauf que là, avant, ils étaient capables de le faire plus rapidement. Maintenant, non. Ben pourquoi? Ben parce qu'ils partent dans l'une, parce qu'ils pensent à autre chose, parce que ils sont pas sûrs. Là, il y a 2 documents là dans lesquels j'écris. Ben regarde, c'est marqué. Faut que je lise. Ben oui, ça fait partie de ton travail. Mais là, c'est difficile. Ben oui, c'est ça. T'es là pour apprendre. Alors, tout ce phénomène-là, on l'exagère un peu, mais il est bel et bien réel. Puis je veux dire, on se le fait dire régulièrement. Moi, mais là, faut que tu comprennes, là, l'élève. Non, c'est pas à moi de comprendre l'élève, c'est à lui de me comprendre que moi, j'ai un travail à remettre. Toi, quand tu me demandes mes notes pour telle date, tu veux que je les ai rentrées, mes notes pour telle date. Mais lui, quand je lui demande de faire son travail, il faut qu'il me le rende à telle date. Exact. Ah oui, c'est un jeune. Ben oui, c'est bien beau. On est tous passés par là. Ils vont vieillir, puis ils vont devenir des adultes. Puis notre but, c'est de les amener pour être des citoyens avisés, puis des adultes responsables. Alors, moi, je me dis que le travail est
la notion du travail n'est plus mis de l'avant comme auparavant. Aussi valorisé. C'est pas aussi valorisé. C'est pas... le travail, c'est pas grave, là. Les parents ont changé aussi au niveau de la dynamique. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'enseigne aux enfants des anciens élèves que j'ai eus. J'en ai même certains qui sont des collègues de travail, qui sont devenus des collègues de travail. Je regarde comment eux autres ils ont été élevés à l'époque. Je regarde comment que leurs enfants, ben, faut bien les comprendre. Faut les comprendre. Ben oui, mais c'est bien beau, mais ils comprennent rien. Moi, je dois les comprendre, mais eux autres, ils comprennent pas qu'il faut qu'ils fassent telle chose. Mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui est pas... On les met beaucoup dans la ouate. Un peu trop. Oui. Puis ça, malheureusement, tant et aussi longtemps qu'on a arrêté. On parle du français. On dit, la meilleure façon d'apprendre le français, c'est lire. Ben alors, faisons-les lire. Moi, mais il lit pas. Ben oui, mais ça, c'est son problème. Si on l'oblige à lire, oui, mais il y a de la misère. Pourquoi il y a de la misère? Il est pas capable de il est capable de lire des mots, mais il est pas capable de comprendre. Ben, moi, je me rappelle, mes enfants, quand ils étaient à l'école, au primaire, 15 ans, ben, ils avaient des lectures à faire tous les soirs. Mm-hmm. Oui, je prenais 15 minutes avec elle pour dire, tu vas te mettre debout devant moi, tu as un livre à lire, tu as une page, tu vas me le lire. Puis à chaque mot qu'elle me disait, je lui posais la question, est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ta phrase veut dire? Ben, ils ont trouvé ça dur. Ils ont trouvé ça dur. Puis ça a duré tout le secondaire la même chose. Mais aujourd'hui, merci. Merci, papa. Puis d'être dans un milieu lecturisé aussi, je le dis souvent aux parents, si votre enfant évolue aussi, puis il vous voit lire, moi je leur dis, là, tu vas au restaurant, tu fais lire le menu, c'en est la lecture. Oui. Donc, tu sais, c'est ça. Et puis si le parent lit aussi, puis montre par l'exemple, puis vous voit lire un quotidien, vous informer, puis ça, justement, je voulais vous en parler parce que je sais que la langue française, c'est important pour vous. Vous en parlez à vos élèves. Moi, il y a deux choses que, justement, que vous avez amenées chez moi. C'est le respect de la langue. Puis mon fils, moi, je sais que c'est vous qui avez déteint sur lui. Mais naturellement, on en parle, puis on a parlé politique aussi, tout ça. Mais vraiment, mon fils a vraiment, là, il y a eu un déclic au niveau... c'est un amoureux de la langue française. Il veut protéger la langue française. Et je sais que vous en êtes en partie coupable. Ben, je leur dis souvent, quand je donne des notes de cours où je les fais souligner dans le cahier, où j'explique des éléments, je fais exprès des fois, je leur donne des mots, puis je dis pas un mot, puis moi je m'arrête, puis je dis OK, ça veut dire quoi ce mot-là? Puis là, toute la classe me regarde en me disant ben on le sait pas, mais là je dis je viens d'en parler. Il n'y en a pas un dans la classe qui a levé la main pour dire wow, monsieur Gravier, ce mot-là, on le comprend pas, ça veut dire quoi? Alors j'arrête beaucoup sur les mots, je fais ça la même chose en histoire de quatrième, ce qui leur permet de comprendre ce qu'ils font. Je dis moi je prends ce même mot-là, je le mets en question d'examen, tu peux pas répondre à la question, tu sais pas ce que le mot veut dire. Non, puis même la qualité du français au niveau des enseignants. Ouais. Moi, combien de fois je suis arrivée dans des classes où l'enfant me disait je peux-tu aller à l'abreuvoir? Non, il n'y a pas d'abreuvoir ici. Mais non, ça, l'abreuvoir, c'est pour les animaux, ça, c'est une fontaine d'eau. Ah, je peux l'efface. Non, ça, c'est une gomme à effacer. Il y a une différence entre une gomme effacée, une efface, entre un taille-crayon et un aiguisoir. Ouais. Mais, moi, des fois, je disais, assieds-toi, assois-toi. Ah, ben non, Madame Claudine, ça se dit pas, assieds-toi, assois-toi, on dit assis-toi. OK, tout le monde prend son bécherel. Non, mais ça, c'est important, la langue française, de bien communiquer, même dans les médias, dans les textes, dans les téléromans, partout, le français. Bon, moi, je suis pas plus catholique que le pape. J'en fais des cours de français quand je parle. Mais on est conscient, puis on fait attention quand on enseigne. C'est important. Ça fait partie du travail d'enseignant. Moi, je pense que on a mis beaucoup de poids ou d'éléments sur les épaules des profs en disant c'est vous autres. Et moi, je suis de la difficulté avec ça parce que je me dis il y a une part du travail qui doit être fait à la maison. Moi, quand je rentre dans mes classes, pour commencer un cours, la première chose que je dis, c'est bonjour à mes élèves. Et je me rappelle, on parlait d'anecdote, j'avais un stagiaire à un moment donné de l'Université de Montréal qui vient en classe. Je le coach et ainsi de suite. Puis à un moment donné, il y a son superviseur de l'université qui vient. Puis moi, je lui avais dit, quand tu rentres dans une classe, pour montrer aux élèves comme quoi que le cours commence, tu leur dis un bon gros bonjour. Ils doivent te répondre. Puis après ça, comment ça va? Et vous, ça va bien, M. Gravier? Bon, là, tout le monde s'assoit, on prend place, puis on commence. Et l'élève, mon stagiaire, il fait ça. Moi, j'assiste au cours. Mon stagiaire, il fait ça. Et après ça, t'as le superviseur qui dit,
Tu dis pas bonjour à tes élèves, tu donnes ton cours directement. Là, je regarde le superviseur, je dis, écoutez, vous êtes sérieux quand vous dites ça, là? Ben, il dit oui, il dit, vous commencez votre cours, vous n'avez pas affaire à faire du social avec vos élèves. Ben, j'ai dit, voyons donc. J'ai dit, si je veux les mettre en bonne condition d'apprentissage, et oui, il faut que ça me prenne une relation que je développe avec l'élève pour faire ça. Alors, quand un superviseur d'université dit ça à un stagiaire de pas dire bonjour, là, je me sens dépassé. Oui, puis je vous comprends. Puis vous en avez accueilli des stagiaires, possiblement 2, 3 plutôt qu'un. Avez-vous vu une évolution? Qu'est-ce que vous voyez de ces jeunes-là en enseignement? Y a-t-il des choses qui ont évolué? Y a-t-il des choses qui ont changé, qui se sont perdues? À part des superviseurs de stage non, je pense que on avait manqué quelques-uns. Le français est important. On a beaucoup de stagiaires qui ont de la difficulté au niveau du français. Ça, je le vois dans les nouveaux profs aussi. La difficulté à écrire, pourtant on a des correcteurs maintenant avec l'informatique. Comment dire les choses ou je le vois parce qu'avec mes collègues de travail qui sont beaucoup plus jeunes que moi, ils me soumettent des examens, puis je lis les questions, puis je dis OK, qu'est-ce que tu t'attends comme réponse? Ben ça, mais moi si je te dis ils peuvent dire ça, ils peuvent dire ça, ils peuvent dire ça, ben ta question est mal bâtie. Il faut que tu sois plus précis parce que là c'est beaucoup trop large. Et là, on peut accepter un paquet de choses. Comment tu peux l'évaluer après? Et effectivement, alors dans les travaux, ça apparaît, je sais parce que j'ai participé à plusieurs fois avec le ministère de l'Éducation au niveau d'évaluer ou pas d'évaluer, mais de refaire les examens du ministère en histoire, où est-ce qu'on participe. C'est toujours un panel de professeurs qui font ça avec la direction des évaluations. Ils nous donnent les examens, puis nous, on leur dit, OK, oui, c'est bien bâti, oui, c'est clair. Puis là, on modifie pour que les examens du ministère soit le plus efficace et le plus homogène possible par rapport à l'ensemble du privé, public, que ce soit francophone ou anglophone. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent, la société en général pense que le milieu scolaire est pendu aux lèvres du ministère ou d'un département au ministère qui est la sommité au niveau des évaluations, puis qui va dire à ces écoles privées, publiques, voici ce que vous allez soumettre aux élèves. Quand, en réalité, c'est l'inverse. C'est le ministère qui va dans ces milieux. Il vient nous chercher. Le ministère, et c'est une chance. Le ministère vient chercher quand même là, beaucoup d'intervenants là, du milieu directement. Moi, je l'ai fait 4-5 fois. Là, c'était ce type de où est-ce qu'on nous présente des examens. On ne nous dit pas quel est l'examen. Est-ce que ça va être l'examen de reprise de janvier, du mois d'août, de celui de juin? Ça, on le sait pas. On nous donne des questions d'examen avec un dossier documentaire, comme les élèves, et on fait l'examen au même titre que les élèves. Et là, nous, on discute après ça, des possibilités de réponse. Est-ce que c'est clair, c'est pas clair, pour que on arrive et je pense que c'est important, ce panel-là, oui, certainement. D'arriver à quelque chose de Parce que c'est vous qui êtes les premiers en interaction avec ces élèves-là, puis pour les amener vers la réussite aussi, puis pour poser les bonnes questions. On va poser les bonnes questions. Puis quand on nous dit dans certaines matières, les matières pas semestrialisées, mais plutôt d'examen du ministère. Moi, j'enseigne l'histoire, oui, mais ils vont avoir un examen du ministère. On sait comment que les questions vont être posées. Tout au long de l'année, on se pratique avec les élèves. On pose les mêmes types de questions pour qu'ils comprennent les formulations et qu'est-ce que le ministère s'attend à avoir comme réponse. Parce que nous, on est quand même figé dans un corrigé qu'on doit respecter. Alors, ça aussi, ça fait partie du travail. On dit, tu pourras aller plus loin. On va plus loin, mais c'est pas toujours évident de le faire. Alors, on a parlé. Je vous disais qu'il y avait 2 choses que vous aviez amenées chez moi, donc l'amour de la langue française et la politique. Dans le sens où vous avez, moi, on en parle ouvertement. Ma mère est encore plus politisée que moi, donc mes enfants ont entendu parler de politique. Mais moi, j'ai vu mon garçon se politiser grâce à des discussions dans vos classes. Ça, c'est important pour vous de leur amener ça. Ouais, c'est ce qui me manque de mes anciennes années d'enseignement. Avant les années 2000, les élèves étaient beaucoup plus politisés. Dans mon temps, on l'était plus. Faut voir que on est des. Mais là, vous avez une bonne anecdote avec les frères que moi, mon fils m'a rappelé que les frères, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ça, c'est quand je parle l'année passée, quand on parle à chaque fois de la période de Maurice Duplessis au Québec, qui était très conservateur, était contre donc toute idée libérale.
et ainsi de suite. Puis je me rappelle au début de mon enseignement avec les frères, quand on arrivait en période d'élection, où est-ce que les frères nous disaient, oubliez pas, hein, Thierry, oublie pas, là, hein, le ciel est bleu, hein, bien en face, c'est rouge, hein. Et ça, on se le faisait dire assez régulièrement. C'était comique parce qu'effectivement, ça avait plus autant d'importance qu'à l'époque de Maurice Duplessis, où la religion était bien présente. Mais là, là, vous amenez quand même aussi l'importance de sensibiliser vos élèves. De comprendre surtout ce qui se passe. Je me dis, parce que souvent les jeunes vont dire, on peut rien faire, on peut pas voter. On n'a pas 18 ans, on peut pas voter. Une chance qu'ils votent pas avant, parce qu'ils seraient pas en état. On leur permet de conduire à 16 ans, mais on leur permet pas de voter à 16 ans. Je le comprends, on devrait mettre le permis plutôt à 18 ans. Parce que nos jeunes sont plus jeunes qu'avant. La maturité, depuis 2000, la maturité, elle est repoussée. Un jeune devient mature non plus à 15-16 ans, mais plus à 17-18 ans ou 19 ans. Ce qu'on n'avait pas. Moi, j'enseignais en 4e secondaire avant 2000. J'avais des jeunes beaucoup plus politisés qui savaient ce qui se passait dans le monde comparativement aujourd'hui. Ou au contraire, c'est plus facile de savoir ce qui se passe dans le monde. On est enfermés 24 heures sur 24. On les a live avec des CNN et compagnie. On a toute l'information live. Je leur demande, moi, comme exercice, de lire la presse plus une fois par jour. Je prends n'importe quand dans l'autobus, midi, ça prend 15 minutes. Là, je te demande pas de lire en profondeur. Regarde les titres qui t'intéressent, lecture en partant. Déjà, commence par ça. Regarde ce qui se passe. Alors, ils sont informés par TikTok, par Facebook, par Instagram, par Snapchat. C'est pas toujours les bonnes informations. Non, on parle on parle de plus en plus de fake news. Ça, moi, je la vois, la différence. Puis quand je leur dis, OK. Et c'est drôle parce que là, actuellement, on parle de pouvoir avec eux. Puis ils comprennent pas que dans certains pays, on n'intervient pas, ou on fait pas ceci, ou on fait pas cela, on parle de la guerre avec l'Ukraine puis la Russie. Mais je dis, allez plus loin, c'est pas juste ça, là. Faut comprendre en arrière tout ce qui se passe. Je dis, ça va vous permettre d'avoir une idée à ce moment-là. Parce qu'ils ont pas d'idée. Ils arrivent pas à se forger une idée de réellement Puis ils n'ont pas d'intérêt non plus, parce que sûrement qu'ils n'en entendent pas parler. Ben, très peu. Alors, oui, ils le voient, mais ça les intéresse pas. Qu'est-ce qui est bien plus intéressant? Ben, c'est les nouvelles, le nouveau look qu'il faut avoir. C'est quoi le nouveau linge? Le dernier influenceur ou la dernière influenceuse à la mode. Je leur dis, OK, qu'est-ce qui se passe dans le monde? La première chose qu'ils vont me dire, il y a 2 gars d'Audi qui ont été mis dehors. Mais il y a plein d'autres choses que ça dans la vie, là. Mais voilà, c'est un jeune. Les jeunes de 15 ans n'ont pas changé. Non. Ils sont toujours la même affaire. Ça va rester. Les moyens changent. La maturité a perdu un peu. Ils vont l'acquérir plus tard parce qu'ils vont vivre peut-être des difficultés. Ils vont dire, OK, t'aurais dû vivre ça normalement à 15 ans. Là, tu le vis à 20 ans. La société d'aujourd'hui, on la changera pas, la société, là. On est dedans jusqu'aux dents. Là, on peut pas rien faire pour ça. Faut vivre avec. Faut vivre avec. Voilà. Faut amener nous. Il est temps que je prenne une pause. Vous y êtes investi pas mal pendant longtemps. Vous avez fait votre part. Alors, une superbe entrevue qui va se continuer dans la deuxième partie.